Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition d'Agnès Buzyn devant la Commission des Affaires sociales du Sénat sur la situation dans les EHPAD. Vous allez le voir, la ministre de la Santé et des Solidarités s'est engagée à neutraliser les effets négatifs de la réforme du financement des maisons de retraite, une réforme synonyme de perte de recettes pour 20 à 25% des établissements. Un médiateur étant chargé de lui soumettre des pistes en ce sens d'ici fin mars. Par ailleurs, autre annonce lors de cette audition, vous allez l'entendre, une nouvelle loi sur la fin de vie n'est pas nécessaire, c'est ce qu'a déclaré Agnès Buzyn. La loi Leonetti répond aux besoins en permettant aux médecins généralistes d'administrer les soins palliatifs, même si Agnès Buzyn reconnaît qu'il faut mieux accompagner les médecins dans cette fin de vie. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre cette audition. Sans occulter bien sûr l'obligation qu'on aura de réfléchir beaucoup plus profondément à toute la prise en charge des personnes âgées dépendantes, que ce soit à domicile, avec tout ce qui concerne la prévention et bien entendu en établissement. Alors, je ne vais pas refaire la présentation qui a été faite ce matin, bien entendu, mais parler de quelques propositions fortes qui ont été mises en avant dans le cadre de cette mission. La première, effectivement, c'était de dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réorienter la réforme tarifaire avec une séquence un peu différente, c'est-à-dire interrompre la mise en œuvre de la réforme tarifaire en figeant les dotations à l'autonomie sur le niveau d'exercice 2016. Concentrer l'effort sur la diffusion des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et reprendre la réforme tarifaire une fois atteinte la couverture de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qu'elle soit suffisante. Ça, c'est la première proposition qui me paraît importante, en même temps qu'il faudrait rediligenter, mais comme vous avez prévu de le faire, une enquête pour voir quel est l'impact réel sur chaque établissement de cette convergence tarifaire au niveau dépendance. On sait qu'au niveau médical, elle est supérieure à ce qu'elle était auparavant, et on sait très bien qu'au niveau de la dépendance, avec des budgets contraints au niveau des départements, il y a des cas, et ce qui a choqué et étonné certains départements, c'est qu'on a été amené dans certains cas à doter plus des établissements commerciaux à but lucratif au détriment d'établissements publics ou associatifs. Ensuite, alors je ne sais pas si je détaille toutes les propositions ou si on en parle les unes après les autres. L'autre point important était le problème du médecin coordinateur. Et je crois que le médecin coordinateur a aujourd'hui un inconvénient majeur, c'est qu'il n'a pas le droit de prescrire. Et je pense que l'évolution de la médecine de ville notamment fait que le médecin traitant n'a plus la perception au niveau des personnes, même les personnes âgées, qu'il pouvait avoir auparavant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on change aussi facilement de médecin qu'on change d'autres besoins particuliers des personnes âgées. Et le médecin coordonnateur dans un établissement est vite appelé à prendre la place du médecin traitant pour s'en occuper directement. Il est regrettable et dommageable sur le plan financier qu'on soit obligé de faire appel au médecin traitant pour prescrire ce que le médecin coordonnateur aurait pu faire. C'est encore plus dommageable, je trouve, quand on a à la fois un médecin qui est coordonnateur et médecin traitant. Et là, je pense qu'on paye quelquefois pour le même service 2 fois la même personne. Je crois aussi que le fait qu'un médecin coordonnateur soit dans un établissement régulièrement avec la possibilité de prescription pourrait faire des économies considérables tant au niveau de la pharmacie qu'au niveau des transports, qui sont les 2 dépenses de ville les plus importantes au niveau de cette dépense de soins externes. Dans les propositions aussi, j'avais mis prévoir une disposition législative qui pourrait autoriser les établissements à pratiquer des prix différenciés en fonction du niveau de ressources des résidents pour diminuer le reste à charge des plus modestes. Repenser aussi en profondeur donc cette mission du médecin coordonnateur et prévoir aussi qu'une habilitation spécifique soit délivrée aux aides-soignants travaillant en EHPAD pour qu'ils puissent pratiquer par délégation des actes infirmiers, notamment l'aide de prise de médicaments, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire aujourd'hui.
Je ne parle pas de toutes les propositions. Il y avait une proposition aussi pour limiter le plus possible le recours au travail discontinu en EHPAD. Avoir la souplesse aussi dans les établissements qui ont des conventions différentes ou des obligations en fonction de l'établissement, s'il est public, public territorial ou public d'État, sur les aménagements de temps de travail qui sont soit de 7h30 dans certains cas, soit de 12 heures dans d'autres, et de pouvoir avoir un peu plus de souplesse aussi pour les directeurs de ces établissements. Prévoir aussi dans le prolongement du dispositif des parcours emploi compétences un dispositif incitatif à l'embauche en EHPAD de personnel stagiaire déjà formé. Aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de contrats aidés qui ont pourvu à l'absentéisme des personnes, et il serait bien qu'on puisse favoriser au maximum la possibilité pas d'embauche, mais de prendre en compte les emplois stagiaires qui sont en formation, et notamment pour les aides-soignantes. Interrompre l'incitation financière au passage du tarif global, qui aujourd'hui n'engendre aucune économie d'échelle en matière de dépenses de soins de ville. Ce que je disais dans le cadre du médecin coordonnateur. Et puis, parallèlement au développement du rôle prescripteur du médecin coordonnateur, relancer l'expérimentation du développement des pharmacies à usage interne au sein des EHPAD, tout en prévoyant un dispositif de protection des officines de milieu rural ou semi-rural, tout en protégeant, je dis bien pour les officines en milieu rural ou semi-rural, qu'une telle mesure pourrait menacer. Et puis enfin, alors c'est par rapport à l'héritage et le retour sur succession, de permettre de développer le recours au patrimoine privé dans le financement de la dépendance en privilégiant l'outil fiscal, en mettant fin aux incitations fiscales à la conservation de la pleine propriété de logements non occupés pour les résidents en EHPAD, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ils n'ont une réduction d'impôt que dans la mesure où leurs logements ne sont pas occupés, et développer l'incitation fiscale à la conclusion de viagers. Voilà les principales mesures qui sont proposées dans cette mission, et qui sont des mesures un peu fortes, mais qui permettent à court terme de trouver quelques solutions d'amélioration, en tout cas pour l'économie dans les différents établissements, et qui permettraient, alors peut-être pas l'embauche comme tout le monde le souhaiterait, de 0,8 ETP par résident, mais de tendre en tout cas à une souplesse au niveau de ces établissements des directeurs. Et puis une mesure que je n'ai pas dite ici, mais qui est importante, c'est peut-être clarifier les compétences. C'est clarifier les compétences tarifaires entre les uns et les autres. Je crois qu'aujourd'hui, et je pense qu'ici beaucoup d'entre nous s'occupent des affaires sociales dans les départements ou sont présidents de départements, et la difficulté aujourd'hui au niveau tarifaire était, et voilà, avant effectivement l'interdiction. Et nous sommes assez nombreux à avoir constaté la difficulté qu'il y a entre les ARS et les départements pour la fixation de ces tarifs de soins ou de dépendance. Quand on sait la partition entre ce qui relève de la dépendance et ce qui relève des soins, moi je crois qu'une seule tarification par une seule personne, enfin une seule responsabilité, serait beaucoup plus à même effectivement de donner une souplesse au niveau des directeurs d'établissement pour éviter justement la redondance qu'on peut avoir entre les uns et les autres. Quand on parlait à un moment de 30% des assistants, des aides-soignantes qui étaient payées par le département et 70% par l'ARS, comment voulez-vous qu'un directeur puisse calculer exactement la partition entre les deux? Donc je crois qu'il faut essayer de passer à une tarification qui soit entre le département pour tout ce qui relève de l'hébergement et de l'aide sociale, et entre ou le département ou l'ARS pour tout ce qui concerne les soins et la dépendance. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur qui se souvient qu'il n'est plus médecin, mais qui a oublié qu'il n'était plus président. Plus président, on arrive difficilement à ça. Je vous passe la parole, madame la ministre. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Alors, déjà, pour votre première remarque qui serait
d'interrompre la mise en œuvre de la réforme. En fait, aujourd'hui, ce que nous demandons aux médiateurs, c'est de nous proposer des pistes pour neutraliser les effets négatifs de la réforme. Parce que mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de perdants. Objectivement, la situation dans les EHPAD, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, est telle, c'est-à-dire que les résidents arrivent beaucoup plus âgés, beaucoup plus dépendants qu'avant. Je pense que le modèle n'avait pas été pensé avec un tel degré de perte d'autonomie et de maladie, et qu'aujourd'hui il n'est pas tout à fait adapté aux résidents que nous voyons arriver à 87 ans, pour une durée moyenne, je le rappelle, de moins de 2 ans en EHPAD. Donc nous avons un sujet immédiat qui est de neutraliser les effets négatifs, et j'ai d'ailleurs, vous le savez, mandater les ARS pour se rapprocher des EHPAD les plus en difficulté, pour les aider à trouver des solutions parfois de rapprochement, de mutualisation de fonctions de support avec d'autres établissements, parce qu'on a aussi sur le territoire des petits établissements assez peu efficients, assez mal organisés. Tous ne font pas partie soit de groupements hospitaliers de territoire, soit de réseaux, soit de grands groupes. Et il y a aussi un sujet d'efficience pour certains d'entre eux. Donc, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui de trouver des solutions d'adaptation de cette réforme pour neutraliser les effets négatifs. Et effectivement, les contrats d'objectifs et de moyens vont être un moyen pour nous d'améliorer la situation dans les EHPAD. Nous travaillons d'ores et déjà avec la Fédération hospitalière de France et avec les fédérations en général sur le sujet. Et j'attends, je dois le dire, les conclusions du médiateur fin mars. Vous évoquez la question de de l'efficience de notre organisation des soins, et notamment du médecin coordonnateur, qui, on le sait, n'a pas le droit de prescrire et n'a pas le droit d'être le médecin traitant, a fortiori. J'ai rencontré l'ensemble des gériatres français, y compris des fédérations de médecins coordonnateurs, la semaine dernière. J'ai eu 2h30 d'échange avec eux sur ce point. Tous me disent qu'un médecin coordonnateur ne peut pas à l'évidence être un médecin traitant, mais tous me disent qu'un EHPAD où 40 médecins généralistes différents se succèdent pour voir les résidents, c'est une perte d'efficience de notre système de santé au sens large. Et là, je crois qu'il y a vraiment une réflexion. Quand on voit les difficultés à trouver des généralistes, il y a un sujet. Certes, les résidents en EHPAD sont au domicile en théorie et ont le droit de garder leur médecin, mais on n'est plus très raisonnable. Donc la question qui peut se poser dans certains territoires, c'est d'avoir des médecins salariés qui accepteraient à mi-temps dans l'EHPAD et à mi-temps en exercice libéral. Je crois qu'il faut le promouvoir. Je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion sur la prescription. Le problème, c'est que dans les territoires où il n'y a pas de manque de médecins généralistes, c'est un sujet qui est très débattu, vous le savez, et qui n'est pas admis par toute la communauté. Le fait qu'un médecin coordonnateur ait le droit de prescrire. À l'inverse, dans des situations de déserts médicaux, il y a vraiment urgence à faciliter cela. Donc je vais commencer une concertation avec eux. Il faut que nous trouvions une voie de sortie pour rationaliser la pratique médicale au sein des EHPAD. Par ailleurs, vous le savez, je développe la télémédecine dans les EHPAD avec mon souhait qui est d'équiper tous les EHPAD en télémédecine. Nous avons dédié une enveloppe budgétaire pour cela, pour que les infirmières notamment puissent accéder à un avis médical facilement, notamment en période nocturne, pour éviter des hospitalisations inutiles aux urgences. Donc ça fait partie du volet global renforcement des soins. Et par ailleurs, nous mettons 10 millions de postes, pour 10 millions d'euros de postes d'infirmières de nuit dans les EHPAD dès cette année pour un peu mieux les équiper en soins. Mais sur les médecins coordonnateurs, voilà, nous ouvrons la concertation avec eux et avec les médecins généralistes pour voir comment avancer. Sur les prix différenciés par hébergement, certains EHPAD pratiquent déjà de fait un tarif différencié, notamment ils pratiquent un surloyer pour les résidents qui ne bénéficient pas de l'aide sociale mais qui occupent des places habilitées. Donc c'est déjà quelque part mis en œuvre. Voilà, voir si c'est pas officialisé, mais on pourrait effectivement le rendre plus lisible, plus visible, et ça se justifierait effectivement.
Le problème, c'est qu'il pose un certain nombre de questions juridiques, notamment celui de sa compatibilité avec le principe d'égalité d'accès aux services publics pour les établissements publics. Donc il faut qu'on travaille un peu plus sur cette possibilité d'adapter les loyers en fonction des revenus des personnes hébergées. Vous avez parlé de l'habilitation des aides-soignantes à pratiquer des actes infirmiers. C'est ce qu'on appelle le glissement de tâches. De fait, il a lieu, mais il n'est pas travaillé. Donc je crois que là, il y a un enjeu de sécuriser les aides-soignantes qui font de fait des tâches infirmières dans les EHPAD. Nous pouvons maintenant, par la loi, organiser des délégations de tâches entre professionnels de santé. Nous avons facilité cela entre médecins et infirmières, notamment dans la lutte que nous avons sur les déserts médicaux pour mieux organiser les soins. Je pense que nous pourrions également réfléchir à des délégations de tâches, mais officielles, sécurisées, avec la formation ad hoc. Il ne s'agit pas de tout autoriser, parce qu'il y a quand même un enjeu de sécurisation des prises en charge derrière. Vous aviez évoqué le fait de clarifier les compétences tarifaires des uns et des autres. C'est vrai que si on peut se réjouir de la logique, de la philosophie de la réforme de 2015, que je trouve vertueuse dans sa façon d'être construite, on se rend bien compte de sa difficulté de mise en œuvre sur le terrain, et notamment beaucoup d'EHPAD me font part de la difficulté qu'ils ont à codifier en fait la gravité ou l'état de dépendance de leurs résidents, et ils ont l'impression d'être perdants car ils ne savent pas faire. Donc il y a un travail de clarification et d'aide à mieux évaluer le degré de dépendance, c'est sûr, parce qu'un certain nombre d'EHPAD publics perdent en tarification parce qu'ils ne sont pas capables d'évaluer correctement la charge en soins. Mais sur si on faisait converger cela en un seul tarif, la dépendance et les soins, ça obligerait d'augmenter l'ONDAM de 2,5 milliards d'euros, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, évidemment. Donc un seul tarif ne me paraît pas raisonnable. Par contre, mettre l'ensemble des tarifs sous la responsabilité d'un seul opérateur, c'est probablement une réflexion à engager, parce que on voit bien que là, les départements et l'État se renvoient la balle entre ce qui fait partie du tarif soins et ce qui fait partie du tarif du département, et je le vis tous les jours dans les interpellations qu'on me fait. Oui, c'est ça votre proposition, d'accord. Voilà, je suis désolée, Monsieur Bonne, je n'ai pas eu le temps, évidemment, de prendre connaissance du détail de vos propositions. Donc, ouais, ben, il a terminé son rapport à midi aujourd'hui. Je passe la parole à Madame Micouleau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, sans remettre en cause la nécessité du quantitatif, nous manquons d'EHPAD en France, je souhaite revenir sur le qualitatif. Les résidents des EHPAD subissent, faute de temps, des personnels soignants, poids de toilette complète, des repas expédiés, souvent une absence d'échanges verbaux et aucun temps pour l'empathie. La maltraitance est de fait, même s'il n'y a aucune volonté, je le dis bien, en ce sens du personnel. Alors le manque de temps, le manque de personnel, le turnover incessant, personnel soignant malade ou dépressif, le constat est quand même accablant. Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour pallier ce manque de personnel flagrant constaté dans toutes les EHPAD? Merci. Merci. Madame Cohen prend la parole en secondes. Oui, merci Monsieur le Président. J'espère, Madame la Ministre, que vous aurez une écoute de nos propositions plus conformes au respect du pluralisme, que l'emploi du vote bloqué sur notre PPL concernant la revalorisation des pensions de retraite agricole, que vous allez défendre tout à l'heure dans l'hémicycle, ce qui vient enterrer notre proposition de loi. Une proposition qui a été votée à l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale, à l'unanimité des exprimés en commission. Donc, je voulais quand même le souligner ici. Nous avons fait un rappel au règlement. Une conférence des présidents va se tenir en urgence, mais je ne pouvais pas assister à votre audition à titre personnel et aussi au nom de mon groupe sans souligner ce manquement à la démocratie et vous interpeller à ce sujet. Pour en revenir donc aux propos sur les EHPAD, je vais profiter du fait que nous sommes le 7 mars, donc la veille du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et pour souligner un certain nombre d'aspects.
Il y a 80% de femmes qui exercent dans ce secteur avec une précarité massive, une insuffisance de qualification, une insuffisance aussi d'effectifs. C'est ce que ma collègue vient de souligner et de vous poser d'ailleurs en termes de questions, qui ne permettent pas en fait de répondre aux besoins de nos aînés, qui sont d'ailleurs majoritairement des femmes, je crois à plus de 90%. Donc un métier majoritairement occupé par des femmes, et comme la plupart des emplois dits féminins, ils sont peu valorisés, faiblement rémunérés, et on a souvent dans notre société une tendance à considérer que finalement ce sont des qualités naturelles qui sont mises en avant pour l'exercice de ce genre de profession, et que donc il n'y a pas besoin de formation particulière, et ça explique donc les faibles rémunérations. Donc je voulais souligner ce paradoxe, parce qu'en même temps, eh bien, on s'aperçoit, on constate avec beaucoup de gravité qu'au contraire la charge de travail est extrêmement lourde, que cette charge de travail engendre des effets, des conséquences qui sont assez dramatiques, et je pense particulièrement aux accidents du travail qui sont 2 fois plus nombreux que les moyennes nationales. Je pense également à l'absentéisme qui est très important, et tout ça entraîne donc ces difficultés de travail difficiles, entraînent des difficultés parfois au niveau du recrutement. Donc Madame la Ministre, je voudrais vous poser 2 questions. Quelles mesures comptez-vous mettre en place, tant en termes de formation que d'amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrière dans le cadre du statut et des conventions collectives nationales pour ces personnels? Et ma deuxième question, c'est quelles mesures vous comptez mettre en place pour un meilleur encadrement des résidents des EHPAD. Le taux d'encadrement est de 0,6 emplois par résident, et à titre d'exemple, on nous prend souvent en exemple l'Allemagne. Eh bien en Allemagne c'est 1,2 pour des établissements de même type. Donc comment comptez-vous redresser la barre, si je puis utiliser cette expression un petit peu familière? Je vous remercie. Merci. L'observation ayant été faite à la ministre sur la manœuvre du gouvernement, il n'est pas utile que chacun la refasse par la suite. Je passe la parole à Monsieur Morisset. Bien, merci Monsieur le Président. Je vais rester seulement dans la gestion de nos EHPAD. Madame la Ministre, vous évoquez, on a évoqué jusqu'à maintenant la réforme tarifaire. C'est parti, effectivement. Mais je pense que le mouvement de nos personnels d'EHPAD dernièrement, il n'y avait pas que la réforme tarifaire. Je pense que la réforme tarifaire, on vous avait déjà alerté en son temps, elle est en place, vous nous avez rassurés. Vous souhaitez à juste titre compenser les pertes de recettes, redonner du temps, médiateur, il faut quand même aller assez vite. Et ma première question, c'est les 100 millions d'euros que vous avez annoncés, sont-ils distribués? Sous quelle forme? À qui? Si c'est par l'intermédiaire des grandes ARS qu'on connaît, on risque de pas de vous voir arriver tout de suite dans nos EHPAD à l'autre bout des grandes régions. Je pense qu'il faut vous nous rassurer là-dessus sur ces 100 millions. La deuxième question que je vous poserai, c'est la gestion des EHPAD. Effectivement, c'est pas que de l'argent, c'est pas de la réforme tarifaire. Si on peut simplifier, ok, je suis preneur. Multiplier les financeurs n'est pas une bonne chose. Clarifier les financements. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est qu'on héberge les résidents. L'hébergement des résidents, c'est 50% du budget d'une EHPAD. Et qui supporte? C'est les résidents qui supportent le prix. Et lorsqu'ils ne supportent pas, c'est l'aide sociale de l'hébergement. Et les départements, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas tout financer. Et on est dans une phase qui m'inquiète, c'est qu'on déconventionne des EHPAD à l'aide à l'hébergement, pour permettre justement aux chefs d'établissement de pouvoir augmenter les tarifs de prix de journée, et surtout d'avoir dans les établissements maintenant 2 tarifs. Dans les zones rurales, c'est une démarche qui ne passe pas. Quelqu'un qui rentre dans un établissement et qui s'aperçoit effectivement que son voisin qui n'est pas à l'aide sociale à l'hébergement paye moins cher, je pense qu'il faut clarifier ce genre de fonctionnement. Et ma dernière question, Madame la Ministre, c'est changer le modèle des EHPAD. Je suis preneur dans la mesure où on a de plus en plus maintenant de personnes handicapées vieillissantes qui sortent d'un système sanitaire, qui veulent rentrer dans un système d'hébergement. Et on s'aperçoit qu'on fait un exercice compliqué lorsqu'on veut donner des dérogations pour permettre à quelqu'un qui a 50 ans de pouvoir venir frapper. Nos directeurs d'EHPAD, ils sont prêts à les accueillir, mais effectivement, ça pose un problème et de financement et surtout de gestion et de statut.
Je pense que c'est partie des... Alors certes, il y a des départements qui ont innové, qui ont mis en place des maisons de retraite pour personnes handicapées parce qu'ils avaient les moyens à l'époque, mais maintenant les départements n'ont plus forcément les moyens de ce genre d'investissement. Merci bien, Madame la Ministre. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Chassaing. J'arrêterai là ensuite et on passera les autres après les réponses de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc vous avez indiqué que vous alliez faire des propositions pour neutraliser les effets négatifs de la nouvelle tarification. Vous avez parlé de la télémédecine, mais dans le PLFSS, vous aviez aussi indiqué que vous souhaitiez adapter les soins en fonction des territoires. Donc j'y reviendrai en tout cas pour le médecin coordonnateur. En ce qui concerne le problème des EHPAD, il ne date pas, Madame le Ministre, de 2018, mais depuis plusieurs années. Il s'aggrave tous les ans un peu plus, parce qu'on a une augmentation de la dépendance à l'entrée des pensionnaires et les aides-soignantes n'arrivent plus à gérer puisque c'est elles qui gèrent en fait la prise en charge beaucoup des pensionnaires. Alors la loi ASV n'a rien apporté pour les EHPAD, effectivement. Actuellement, la plupart des EHPAD que je connais en Corrèze ont un GMP supérieur à 721 dans l'EHPAD qui est dans ma commune, avec 0,56 agents par pensionnaire. Et actuellement, dans ces EHPAD, la prise en charge, levée, toilette, prévention d'escarres, habillage, prise de repas, change, repas du soir, déshabillage, etc., se fait quand même souvent à la course. Sur 47 employés, je n'ai que 16 aides-soignantes, c'est-à-dire 25%. Alors, le ministre Philippe Bas, en 2006, sous Jacques Chirac, indiquait « Dans les 6 ans à venir, on aura 1 pour 1 ». Alors, moi, je ne demande pas ça, parce que je sais très bien que 1 pour 1, c'est-à-dire un pensionnaire et un salarié. Je ne demande pas 1 pour 1, mais il serait nécessaire d'aller de 0,6 à 0,7. Je sais que ça a un coût, vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, je l'ai estimé à peu près à 1 milliard d'euros, puisque ça fait environ 40 000 employés. Mais ce serait quand même quelque chose d'un progrès considérable qui serait apprécié par le personnel infirmier et les personnels soignants. Et ce 0,1% doit être systématiquement du personnel aide-soignant et infirmier. Pour moi, les infirmiers de nuit n'ont aucune utilité, surtout s'ils sont d'astreinte sur plusieurs établissements. Mais la présence indispensable d'une infirmière de 14 à 16 heures, parce que j'ai souvent remarqué qu'entre 22 heures le soir et 6 heures le matin, il y a très peu d'hospitalisation ou exceptionnellement. Les EHPAD de demain, si vous voulez, d'abord le maintien à domicile, renforcer le maintien à domicile avec les SIAD, avec aider les aidants, hébergement temporaire, accueil de jour, tout ça c'est des compléments pour le maintien à domicile. Mais pour moi, l'EHPAD à domicile, c'est un peu utopique, puisque 60% qui sont en EHPAD ont des troubles cognitifs avec une grande dépendance et ne permettent pas de rester à domicile, sauf un aidant en permanence. En ce qui concerne le médecin traitant, je pense qu'il faut aussi prendre en compte des territoires ruraux où des médecins ont fait l'effort de faire la capacité de gériatrie. Ils sont aussi effectivement médecins traitants, mais 2 jours médecins coordonnateurs. Si on met tout ça en péril, ça veut dire que dans des territoires ruraux, on va mettre en péril beaucoup d'EHPAD. En ce qui concerne la pharmacie d'établissement, on peut avoir une pharmacie d'établissement, mais en ce qui me concerne, je connais, en tout cas dans 2 EHPAD où je m'occupe, des pharmacies qui font des efforts considérables et qui font les piluliers des établissements. Je m'excuse de parler concrètement, parce que ça aussi, il faut en tenir compte. Donc pour moi, la maison de retraite de demain, c'est d'abord de permettre aux personnes âgées dépendantes de mieux vivre en EHPAD en augmentant le nombre d'aides-soignantes et d'infirmières. Je sais très bien que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Le ministre qui arrive ne veut pas tout faire, mais c'est dans ce sens. Alors,
requalifier aussi, je pense, le forfait soins sur la dépendance des personnes âgées en tenant mieux compte du GMP de l'établissement qui reflète sincèrement les moyens à mobiliser. Actuellement, le forfait soins pathos et la PAS, depuis le décret 2017, sont calculés par une formule mathématique qui ne donne pas satisfaction. Je ne rentre pas dans les détails. Dans l'avenir, je pense que je rejoins le rapporteur Bernard Bonne qui souhaite répartir clairement les rôles entre l'État tarificateur de la prestation compensatrice de la perte d'autonomie et le département qui aurait, bien sûr, en ce qui concerne l'hébergement. En attendant en attendant tout ça, je pense qu'il faudra, dans les années à venir, avoir une augmentation du forfait soins pour tendre vers 0,7 employés par pensionnaire et surtout le 0,1 qui sera pris en charge, qui sera affecté aux aides-soignantes et aux infirmières. Je reviens sur le terrain. En ce qui me concerne, ça ferait 5 aides-soignantes de plus, ce qui serait bien sûr formidable. Et je pense qu'il faut qu'on y arrive. Sinon, bien sûr, on peut faire toutes les réunions que l'on veut, les groupes de travail. On n'en sortira pas. Il faut qu'on augmente. Parce que la dépendance a beaucoup augmenté. Il faut donc qu'on augmente les bras auprès des pensionnaires. Merci. Merci, je pensais que c'était le travail du rapporteur. Madame la ministre, je vous laisse répondre à ça, sachant qu'après, il y a encore 10 intervenants. D'accord. Alors, pour répondre à la première intervention, Madame Nicoulot, vous avez dit, Madame, je crois qu'il y avait un problème quantitatif, un problème qualitatif. Le problème quantitatif, il est en fait assez variable d'un département à l'autre. Il y a effectivement des départements en difficulté pour trouver des places d'EHPAD. Il se trouve qu'il y a des départements où il y en a trop. Et je crois qu'il y a une réflexion globale à avoir sur la répartition des places, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en créer, mais si on doit créer des hébergements pour personnes âgées, peut-être doit-on diversifier un peu notre modèle et aller vers le nouveau modèle d'EHPAD de type plateforme de service et pas uniquement des lits d'hébergement. Donc on a quand même un travail prospectif à faire sur la construction. Et donc le travail quantitatif n'est pas à négliger. Il faut aussi que nous nous attelions aux vrais besoins sur les territoires. Alors vous dites que le problème qualitatif, c'est le manque de personnel. Peut-être que la réponse globale que je vais vous faire à vous, comme à M. Chassaing, est à peu près la même. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes face à des personnes de plus en plus âgées qui rentrent très tardivement en EHPAD. Et le modèle tel qu'il a été pensé il y a 15 ans était un modèle de lieu de vie, alors que c'est devenu un modèle de lieu de fin de vie. Et souvent, on ne voit pas la différence entre les personnes en EHPAD et les personnes en soins de longue durée dans certains hôpitaux, tels qu'on en connaissait il y a 20 ans. Donc, il y a un énorme sujet sur le personnel. Il ne faut pas négliger l'effort qui a été fait, puisque les sommes allouées à la partie soins en EHPAD ont doublé en 10 ans. Entre 2006 et 2017, on est passé de 5 milliards d'euros à 10 milliards d'euros. Donc l'effort collectif doit être rappelé quand même. Ça a été pris en compte, même si on peut considérer aujourd'hui que ça reste insuffisant par rapport aux besoins. Il y a eu un doublement de la somme allouée aux soins dans le secteur médico-social. Ensuite, beaucoup de questions autour des personnels. Ça rejoint aussi la question de Mme Cohen. Peut-être vais-je y répondre globalement. Vous avez raison, les personnels sont essentiellement féminins. Le turnover est important parce que la charge est lourde. Ce sont des personnels assez peu qualifiés avec peu de perspectives de carrière. Donc nous avons un travail à faire sur l'attractivité des carrières, notamment d'aides-soignantes, leur formation, leur capacité à changer de métier, car c'est probablement pas un métier qu'il faut faire toute sa vie. Et les EHPAD qui fonctionnent sont des EHPAD qui ont réussi à convertir leurs aides-soignantes en animation, en coordination, en encadrement. Et donc je crois qu'il faut promouvoir des gestions des carrières, notamment de la profession d'aide-soignante, si nous voulons réussir à en recruter. Car une des difficultés que nous avons maintenant, qui participe à l'aggravation de la situation, c'est que non seulement on considère qu'il n'y a pas assez de personnel, le ratio est de 0,63 aujourd'hui en France, en moyenne, mais qu'en plus, par rapport à ces postes existants, beaucoup ne sont plus pourvus. Il y a le turnover, il y a les arrêts de travail, mais il y a aussi la difficulté à recruter.
et qui favorise de fait des turnovers dans les EHPAD qui ont du mal à recruter puisque ça épuise les autres. Donc il y a un effet de cercle vicieux qu'il faut absolument que nous arrivions à contrecarrer par des perspectives de carrière et de formation de ces professions. J'ai commencé à en discuter aujourd'hui dans le cadre de la formation professionnelle, de la réforme de la formation professionnelle qui est proposée par Madame Pénicaud. Il faut que nous intégrions pleinement les professions de santé, notamment les moins qualifiées, dans cette réforme de la formation professionnelle pour donner des perspectives de carrière à ces personnels. Ensuite, concernant toujours la proportion de personnel de type aide-soignante ou infirmière, nous avons augmenté, il faut le savoir, de façon annuelle et moyenne de 1% des personnels par an en fonction du GIR moyen pondéré. Donc ça, c'est la mesure de la dépendance. Donc, nous augmentons régulièrement le nombre de personnels. En 10 ans, il a augmenté de 11%. Je le sais, ça peut être considéré comme insuffisant, mais l'effort se poursuit en fait. Il est continu depuis 10 ans et nous poursuivons cet effort. Il y a Monsieur Chassin, vous parliez des infirmières de nuit qui étaient inutiles. Ce n'est pas tout à fait ce qui nous est rapporté sur le fait que ça réduit le nombre d'hospitalisations en urgence. Voilà, nous avons d'autres sources qui nous ont fait prendre cette décision. Concernant les 100 millions d'euros, puisque la question nous a été posée de savoir comment ils étaient attribués, donc c'est via les tarifs ont augmenté, donc c'est via la tarification qui est votée au sein de l'ONDAM. Il y a sur ces 100 millions d'euros, 28 millions d'euros qui sont dédiés à accompagner les EHPAD en difficulté. Donc il y a 72 millions d'euros qui sont d'emblée répertoriés dans les tarifs, 28 millions qui sont dédiés à accompagner les EHPAD les plus en difficulté. Et à cela, j'ai rajouté pour cette année 50 millions d'euros à la main des ARS dans le fonds d'intervention régionale, dans le FIR, pour qu'au cas par cas, ils aident des EHPAD notamment à se restructurer. Parce que je redis ce que je pensais tout à l'heure, mais pour en visiter énormément, certains EHPAD très isolés n'ont pas la masse critique aujourd'hui pour être suffisamment performants en termes de gestion de leur personnel, de gestion des cuisines, du linge, etc. Et qu'on a quand même un sujet de restructuration des EHPAD. Enfin, Monsieur Morisseau, vous parliez de... vous avez rappelé la question du déconventionnement, donc je redis ce que je disais tout à l'heure sur le surloyer. Ce surloyer est possible, mais il pose un problème juridique. Il faut impérativement que nous travaillions avec les départements sur ce sujet. La réflexion est en cours. Nous devons associer les conseils départementaux qui sont les plus compétents évidemment sur l'aide sociale pour voir comment nous faisons évoluer le modèle. Enfin, des difficultés très particulières aujourd'hui qui sont les personnes handicapées vieillissantes et les handicaps psychiques, avec les troubles psychiques, psychiatriques, qui sont maintenant des sujets à part dans les EHPAD. Tout ce que nous venons de citer aujourd'hui justifie d'une part le travail immédiat sur la tarification, mais d'autre part un travail de beaucoup plus grande envergure que nous devons mener sur le modèle que nous devons déployer à l'avenir, qui doit être beaucoup plus diversifié que l'EHPAD actuel, qui doit aller vers des plateformes de services à la personne, de services à domicile, sur des hospitalisations de jour pour les familles qui souhaitent garder leurs personnes âgées à domicile. Et donc, ce travail a été lancé, puisque j'ai saisi le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, et également le HCAM, pour me faire des propositions sur le modèle d'avenir des EHPAD, et j'attends leur rapport en juillet ou en juillet. Nous allons lancer une grande concertation sur l'accompagnement du vieillissement de la société, parce que je crois que la loi SV n'a pas réellement ouvert ce débat-là, qui est un débat sociétal, financier, extrêmement lourd, on le sait, et je crois que les défis étant devant nous, étant très important, nous avons tout intérêt à ouvrir ce débat le plus tôt possible pour préparer la société. Merci. Monsieur Hainaut a la parole. Oui, Madame le Ministre, Monsieur le Président,
C'est pas parce qu'on n'a pas de responsabilité exécutive dans les départements qu'on n'a pas un regard sur ce qui se passe dans nos départements. Et effectivement, dans le Nord, nous, la réforme a eu des conséquences sur les différents tarifs. Et souvent, l'écart a été favorable aux établissements à but lucratif et peu favorable aux établissements publics ou associatifs. Mais en même temps, quand on regarde de près les coûts de fonctionnement des différents établissements, on trouve aussi quelques raisons de ces écarts. Donc il ne faut pas non plus jeter totalement la réforme, et je pense qu'il y a aussi intérêt à regarder ça de près. Ma question concerne une observation qui a été faite par mon collègue sur la double tarification. Et souvent, ces décisions ont été prises compte tenu des tensions financières qui pèsent sur les départements. Et je pense qu'on ne peut pas non plus regarder la gestion des EHPAD déconnectée de ces tensions financières qui pèsent sur les départements, que ce soit par rapport au RSA ou par rapport à la question des mineurs non accompagnés. Et souvent, et ça a été comme ça dans le Nord, on a pris cette décision d'une double tarification pour demander un peu plus d'argent aux familles qui en ont les moyens, sachant qu'on laissait le tarif pour ce qui concernait l'aide sociale. Donc quel regard portez-vous à cette évolution? Parce que c'est aussi pour faire un peu évoluer le modèle unique de l'EHPAD. Parce que je suis d'accord avec vous, il faut faire évoluer ce modèle. Et puis, deuxième question, c'est aussi la question liée à l'APA, parce que ça a aussi des conséquences sur les EHPAD. Et là aussi, on voit que les tensions financières qui pèsent sur les départements, qui ne sont pas toutes les mêmes, ont des conséquences sur la politique qui est pratiquée en matière d'APA. Et quel regard portez-vous aussi sur cette question? Merci bien. Monsieur Savary prend la suite. Oui, merci. Simplement, vous avez peut-être en partie répondu à la question que je me posais par rapport à l'hébergement qui pose des problèmes, notamment liés bien sûr au coût. Et il y a des propositions qui sont faites par le rapporteur concernant l'amélioration du viager, puisqu'on sait bien que c'est un véritable problème. Il y a un changement d'hébergement. Donc je voulais savoir si vous comptiez mener une réflexion dans ce domaine-là. Et d'autre part, étant le futur rapporteur de la loi retraite, on voit bien qu'il y a un certain nombre de rapprochements qu'il peut y avoir avec la dépendance. Et si vous menez une réflexion par rapport à la dépendance, par rapport aux retraites faibles, et il n'y a pas que les retraites agricoles qui sont faibles, il y a d'autres retraites, on voit bien, ça a une incidence par rapport au dossier qui nous anime aujourd'hui. Est-ce que vous comptez faire une réforme systémique de la dépendance ou simplement une réforme paramétrique telle que les propositions que nous avons vues jusqu'à présent? Merci, Monsieur Savary. Monsieur Amiel prend la suite. Il n'était pas prêt. Comment? Il n'était pas prêt. Si. Très brièvement, beaucoup de choses ont déjà été dites. La réforme tarifaire. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au départ, c'était pour que les choses soient plus claires, soient plus lisibles. On a le sentiment que c'est l'inverse qui s'est produit. J'ai passé une journée en EHPAD, non pas comme médecin, comme je l'ai fait pendant tant d'années, mais comme client, voilà. Pas encore. Ils sont pas sympas, les copains. Hein. Ben, presque. Non, mais justement. Et je me suis mis en situation, vous voyez, je ne crois pas si bien dire, avec ce document de vos services, Madame la Ministre. Je vous assure, l'hématologie, en comparaison, c'est la bibliothèque rose. Ah non, mais franchement, à lire, c'est... Excusez-moi. Bon. Je suis d'accord. Plus sérieusement, la crainte de la mission, des conclusions de la mission que vous avez diligentée, c'est qu'on mette des rustines. Et que finalement, les choses continuent un peu comme d'habitude. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai pris le temps d'essayer d'analyser les joies des CEPOM et des EPRD. Il faut simplifier. Et à ce propos, il y a une piste globale que je vous suggère, c'est un serpent de mer dont on parle depuis 30 ans, c'est le décloisonnement du sanitaire et du médico-social. Ça fait partie des choses, voilà. Je sais qu'on partage cette idée avec le président, mais qui aiderait considérablement les choses. Le deuxième point que je voudrais aborder, mon collègue et confrère Chassaing l'a abordé, c'est la place des médecins et infirmières.
Les médecins coordonnateurs, dans la vraie vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en tout cas c'est le cas dans mon département, sont aussi prescripteurs. Ils ne devraient pas, mais c'est comme ça. Je pense qu'effectivement, il faut médicaliser davantage les EHPAD, tant en médecins qu'en infirmières. Et l'infirmière de nuit, si elle n'a pas un contact télémédecine ou autre, avec un médecin qui peut prendre la décision, ce n'est pas une infirmière elle-même qui dira on n'hospitalise pas un patient. Le deuxième point, vous l'avez abordé, vous m'avez devancé, je me permets d'en repasser une couche, c'est les personnes handicapées vieillissantes. C'est les personnes handicapées vieillissantes et effectivement, notre collègue Morisset le disait, il y a des gens plus jeunes qui rentrent dans les EHPAD, on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas où les mettre et je peux vous dire, enfin vous le savez aussi bien que moi, que nombre d'EHPAD acceptent des personnes qui sont, c'est le cas de le dire, borderline à ce sujet. J'ai gardé ce qui me paraît mon combat personnel pour la fin de vie dans les EHPAD. À un moment où on parle de fin de vie et où il paraît que les tribunes s'affrontent sur cette question-là, je voudrais dire que la fin de vie dans les EHPAD est quelque chose de dramatique. Parce que souvent le personnel n'est pas formé aux soins palliatifs. Parce que faute de mieux, on va hospitaliser une personne âgée dans une structure d'urgence où il va probablement mourir dans des conditions épouvantables. Et je ne parle même pas du coût financier que cela représente. Raison pour laquelle la solution, je dirais, de légaliser l'euthanasie comme cela est préconisé dans ce domaine-là est une solution extrêmement dangereuse, du moins tant qu'on n'a pas examiné un minimum la loi de février 2016, Claes-Leonetti, que j'ai eu l'honneur avec mon collègue Deriot de rapporter au Sénat, et qu'on voudrait bien voir mise en place, communiquer et évaluer. Donc vous voyez que pour un pensionnaire au départ, je ne suis pas encore trop gâteux et que j'arrive à... voilà. Juste vous rappeler qu'il y a les caméras qui vous filment. Là. Monsieur Cardou. Oui, deux questions tout à fait différentes, extrêmement rapidement. La première concernant le financement de la dépendance. Quand on avait discuté sous la houlette de Madame Monchamp, qui était ministre à l'époque, de ce 5e risque, il y avait 2 écoles qui s'opposaient concernant le financement de la dépendance. Il y avait l'école de la solidarité nationale, c'est-à-dire que tout le monde devait y participer, puis il y avait l'école du financement par une assurance privée. Donc je pose la question, avons-nous avancé sur ce problème d'assurance privée? J'ai participé à des auditions avec un certain nombre d'assureurs, en particulier avec le président de la Fédération française des assurances, qui dit que c'est prêt, ils ont des produits qui peuvent lancer. Je pense qu'on pourrait trouver un mécanisme, et là je parle sans filet, qui pourrait consister, à partir de maintenant, à dire, en vue d'une future dépendance, et c'est pas facile d'en parler quand on a 25 ou 30 ans, ou on choisit d'adhérer à un contrat d'assurance individuel qui n'est pas très cher d'ailleurs quand on le prend à cet âge-là, ou alors si on n'a pas fait ce choix à cette époque-là, eh bien au moment malheureusement où le risque peut arriver, parce que c'est pas automatique, eh bien là il y a des recours systématiques sur succession, sur patrimoine. C'est une suggestion que j'avais déjà faite et que je refais maintenant. Ensuite, très brièvement, notre collègue Amiel l'a déjà abordé, les soins palliatifs, puisque effectivement un gros débat va s'ouvrir sur le plan éthique dans les semaines à venir sur la fin de vie. Où en sommes-nous dans le financement des unités de soins palliatifs? Moi, je peux vous dire que dans mon EHPAD local dans le Loiret, il y avait une unité de 5 lits de soins palliatifs qui était précieuse pour les médecins et qui ont permis à certains de mes administrés d'avoir des fins de vie relativement apaisées. Et donc, on sait qu'on manque cruellement d'unités de soins palliatifs qui dépendent du domaine sanitaire actuellement. Avez-vous, dans votre réflexion sur les EHPAD, Madame la Ministre, l'ambition de donner des moyens beaucoup plus importants aux unités de soins palliatifs? Merci beaucoup. Madame Meunier, pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre,
Vous voyez que lorsqu'on parle des personnes âgées, on ne parle pas que des EHPAD et pas que de la tarification, comme vous l'avez dit. On parle aussi de tous ces sujets qui font quels sont aujourd'hui le regard qu'on porte sur les personnes âgées. Et là où je suis toujours satisfaite de vous entendre, sauf que lorsque vous avez dit que la loi ASV n'avait pas fait grand-chose, là je vous trouve un peu injuste. Je pense que moi j'ai entendu ça, et parce que c'était justement un des messages que voulait porter cette loi, c'était le changement de regard sur les personnes âgées, sans minimiser bien sûr tout ce qui était nécessaire de faire en termes de moyens. Mais ceci dit, là où je vous rejoins totalement, c'est sur votre approche et votre attache de la prévention, de la qualité de prise en charge des personnes âgées et la qualité de travail et de vie au travail. Je ne développerai pas tout ce qui a été dit par mes collègues, notamment Laurence Cohen, mais sur ce besoin de reconnaissance, de valorisation des métiers. On pourrait aussi le dire pour la petite enfance, mais c'est pareil. Donc, manque de déroulement de carrière, manque de perspective, besoin de formation continue, mais être attentive à la formation initiale. Et là, je vous demande, Madame la Ministre, qu'en est-il du référentiel des aides-soignants? Il est en attente, c'est prêt, semble-t-il, mais ce n'est pas encore sorti. Donc là, on l'a entendu en table ronde. Donc c'est pour ça que je me permets de vous relayer ce souhait et cette demande sur ce référentiel, parce que vous l'avez dit, il y a des évolutions, les glissements de tâches, tout ça, vous avez parfaitement connaissance du problème. Moi, alors, ce qu'il me reste à vous demander et à vous interroger, c'est sur les questions de maltraitance, donc dans l'autre volet de la prévention, mais on sait que parfois il y a des maltraitances, même si elles sont majoritairement en famille, 80%, 20% des EHPAD, soit les résidents, leurs familles, beaucoup, mais aussi les personnels déclarent donc des cas de maltraitance. Or, il y a peu de sanctions, me semble-t-il, enfin à ma connaissance. C'est les agences régionales de santé qui sont mandatées pour sanctionner, contrôler bien sûr, mais sanctionner. Donc comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait peu de sanctions? Est-ce que, moi je me dis, c'est vrai que peut-être c'est difficile d'être jugé parti, puisqu'ils sont aussi financeurs, quelque part. L'argent public, le département, mais aussi la région. Donc le contrôle est peut-être, l'indépendance est peut-être plus compliquée. Donc voilà, c'était un premier aspect. Et puis un deuxième aspect aussi, une deuxième demande, mais on aura l'occasion la semaine prochaine, je pense. Monsieur Koskas vous a remis un rapport, ou va vous remettre un rapport sur la maltraitance financière. C'est un sujet important. Là aussi, on peut le rejoindre avec la formation des professionnels là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si vous aurez le temps, mais en tout cas, on se réserve pour la semaine prochaine. Ok, donc je vous laisse répondre, Madame la Ministre, sachant qu'il y en a encore 5 après. Ça veut dire que je dois accélérer, monsieur? Non, ça va. D'accord. Okay. C'est pour nous. Donc, Monsieur Hainaut, vous avez parlé du fait que la réforme était plutôt favorable au privé, qu'il ne fallait cependant pas l'abandonner, parce qu'il y avait quand même une philosophie qui semblait adaptée, même si dans la mise en œuvre on sent bien les difficultés. Et vous avez insisté sur la capacité qu'auraient les départements à cette double tarification. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis assez favorable à la capacité qu'auraient les départements à moduler. Aujourd'hui, je l'ai dit, ça pose un problème essentiellement juridique, donc nous sommes en train d'explorer cette voie. Parce que les départements, effectivement, et notamment les départements du Nord, mais pas que, souffrent d'avoir une aide sociale qui dépasse largement la question de l'APA, mais qui souvent s'additionne avec les mineurs non accompagnés, le RSA et tout un tas de... Donc on comprend bien ces tensions et nul ne veut leur jeter la pierre. C'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. C'est comment mieux accompagner tout le monde, sachant qu'il y a aussi peut-être quand même sur la question des allocations de solidarité, une question de péréquation dans les départements. Mais c'est un sujet beaucoup plus large qui sera abordé dans le cadre de la CNT. Monsieur Savary, vous soulignez la possibilité de faire des viagers. Alors pourquoi pas, mais je crois que par rapport à l'enjeu global, c'est une piste qu'il ne faut certainement pas interdire, mais je ne crois pas que ça réglera la totalité des difficultés que nous avons. Mais vous me posez surtout une question fondamentale qui est: est-ce qu'on va vers une réforme systémique ou paramétrique sur la dépendance? Aujourd'hui, je suis bien incapable de vous répondre puisque nous ouvrons ce chantier et nous osons l'affronter. Je crois qu'il est temps
parce que nous savons qu'en 2050, nous aurons 5 millions de personnes de plus de 85 ans à gérer et que autant s'y préparer 20 ou 30 ans à l'avance. Voilà, ça sera nous, par exemple. Exactement. Non, on sera peut-être mort même. Mais bon. En tous les cas, c'est un énorme sujet. S'il vous plaît. Je rappelle quand même que la réforme systémique, c'est environ 7 milliards d'euros. 2 milliards d'euros d'APA, donc c'est énormément, c'est un budget énorme et donc ça rejoint peut-être la question de l'assurance ou du recours sur succession. Je vais peut-être aller d'emblée à la question de M. Cardou. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de réforme ou de proposition sur une voie qui serait assurantielle. Je pense que tout cela va être mis au débat public dans l'ouverture de ce processus de réflexion que nous allons avoir. Mais si nous voulons aller vers soit l'assurance privée, ce qui n'est pas du tout le choix aujourd'hui, mais par rapport à la question que vous posez, assurance privée versus recours sur succession, on sait que pour que ce soit efficace, il faut que l'assurance privée démarre extrêmement tôt et quasiment qu'elle soit obligatoire. Donc voilà, ça rejoint vraiment des sujets très sociétaux. 20 ans, et voilà. Et donc c'est énorme parce qu'on ne saura pas le prix en fait de cette prise en charge 30 ans ou 40 ans après. Vous posez, Monsieur Amiel, la question des... Le fait que la mission du médiateur pourrait apporter simplement des rustines. Alors, je ne le souhaite pas. Simplement, il semble quand même que cette réforme a été discutée 3 ans avant que je n'arrive, qu'elle a été mûrement réfléchie avec les parties prenantes, qu'elle a été discutée avec les départements. Il me semblait difficile, en arrivant, de jeter d'emblée une réforme qui venait de commencer à se mettre en œuvre, quelques mois avant, et qui semblait avoir été adoptée par tout le monde. Mais vous avez raison, le diable est dans les détails. La mise en œuvre est effectivement chaotique, ce qui prouve bien que voilà, c'est compliqué de mettre en œuvre une réforme tarifaire. Aujourd'hui, peut-être que le modèle va quand même évoluer dans les années qui viennent avec des propositions qui vont nous être faites, notamment HCAM et HC au Conseil de famille, enfin EA. Voilà, pardon. Je ne suis pas sûre que le modèle EHPAD tel qu'il existe va durer ad vitam aeternam de cette façon-là. Aujourd'hui, l'urgence pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de perdants et de rétablir les équilibres quand ils existent. Alors, peut-être est-ce des rustines, mais c'est pragmatique en attendant de trouver une solution que pour l'instant, je dirais que collectivement, nous n'avons pas non plus complètement inventé. C'est-à-dire que la solution, elle est complexe et je crois qu'il va même falloir quelques mois de concertation pour avancer vers un modèle différent. Vous posez la question de la fin de vie, et ça rejoint aussi la question de M. Cardou sur les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles. La fin de vie est un vrai sujet. Je pense que ça participe au désarroi des personnels aujourd'hui, qui ne sont pas armés pour accompagner des personnes qui vont toutes mourir quasiment en moins de 2 ans en moyenne. Donc, elles sont confrontées à ça au quotidien sans avoir été formées. Et je suis persuadée que cette absence de formation sur la fin de vie est très anxiogène et très déprimant pour les personnes qui s'engagent dans les EHPAD. Donc il y a un sujet de formation et d'accompagnement des personnels et il y a un sujet d'organisation de la fin de vie en EHPAD. Je suis convaincue que la loi Claes-Leonetti répond aux besoins. Sans aller vers une loi différente, elle répond aux besoins des personnes qui sont en train de mourir et qui souffrent et qui méritent d'être accompagnées. Aujourd'hui, les unités de soins palliatifs ont été plutôt remplacées par des équipes mobiles de soins palliatifs. Il n'y en a pas assez sur le territoire. Et ce que prévoit la loi Claes-Leonetti, c'est que les médecins généralistes soient en capacité de faire cette sédation profonde et prolongée, notamment en EHPAD. La Haute Autorité de Santé a été saisie pour faire des recommandations de bonnes pratiques et aider les généralistes à mettre en œuvre cette réforme parce qu'eux non plus n'ont pas été formés. Et donc des recommandations vont sortir, elles sont en cours d'élaboration, notamment dans le secteur de la ville. Parce que ça peut être à domicile ou ça peut être en EHPAD que se pose la question. Donc l'idée c'est d'armer les généralistes pour accompagner ces personnes.
À mon avis, je suis comme vous, Monsieur Amiel, je ne pense pas qu'une loi supplémentaire permettrait de résoudre la situation. Je crois réellement que la loi Claes-Leonetti suffit. Enfin, Madame Meunier, vous me posez la question. Désolée, sur la loi SV, peut-être je me suis mal fait comprendre. Je veux dire, elle n'a pas réglé le problème de la tarification. C'était ça le sujet, pardon. Bien sûr qu'elle a permis de voir différemment le sujet. Je suis convaincue qu'il faut qu'on fasse une meilleure prévention de la perte d'autonomie. Et ça va être vraiment mon sujet dans la loi, là pour le coup, dans le programme national de santé publique, d'avoir un volet sur la perte d'autonomie. Parce qu'on doit aussi faire en sorte que nos personnes âgées vieillissent moins dépendantes. Et c'est maintenant qu'il faut s'y prendre pour dans 20 ans avoir des personnes moins en difficulté. Donc il y aura dans le programme national de santé publique un chapitre dédié à la prévention de la perte d'autonomie, dans la prévention en général. Qualité de vie au travail, il y a une commission qui s'est mise en place au ministère pour travailler avec les personnels sur comment améliorer la qualité de vie au travail. Et nous avons installé la commission bientraitance et prévention de la maltraitance il y a 15 jours. Elle a été confiée à Monsieur Pifteau, j'allais dire Pierre Écorre, à Denis Pifteau, que tout le monde connaît. On connaît son engagement sur le sujet. On l'a mise en place très récemment. J'attends évidemment qu'elle nous fasse des propositions. Valoriser les métiers, j'en suis convaincue. Aujourd'hui, ce sont quand même des métiers non seulement très utiles, et en général les gens s'engagent parce qu'ils y trouvent du sens, et ce sont des métiers locaux, non délocalisables, et donc ça a quand même un intérêt dans les territoires. Donc il faut le valoriser, et il faut donner des perspectives de carrière, et vraiment je vais m'y atteler. Sur la qualité, nous avons fait deux choses. D'une part, nous nous sommes engagés à mener des enquêtes de satisfaction dans les EHPAD, comme il y en a aujourd'hui dans les hôpitaux. Et ce travail va être confié à la Haute Autorité de Santé qui reprend, vous le savez, qui absorbe l'ANESM. Et je pense que la Haute Autorité de Santé, en tant qu'autorité indépendante, sera peut-être plus à même d'identifier ce qu'est doit être la qualité dans un EHPAD, et parce que vous posez la question des sanctions. On voit bien que la Haute Autorité de Santé, aujourd'hui, quand elle ne certifie pas un établissement de santé, la sanction tombe, c'est grave. Et là, je crois que par rapport aux organismes qui, d'habitude, visitaient les EHPAD, le fait que la Haute Autorité de Santé reprenne la main sur cet enjeu de qualité va probablement être une garantie d'amélioration des indicateurs que nous demandons aux EHPAD en termes de qualité. En tous les cas, c'est comme ça que je souhaite que la HAS s'empare du sujet du médico-social. Merci. Avant de continuer les interventions des uns et des autres, je voudrais vous donner quelques renseignements. Nous reprendrons la séance, non pas à 18h30 comme c'était prévu, mais à 19h15. Il y a une conférence des présidents à 18h45. Et donc la séance prendra à 19h15. La parole est à Madame Ferré. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne veux pas être trop longue, mais je voulais revenir sur la question de capacité d'accueil et du nombre de places disponibles. Vous l'avez indiqué, selon les départements, il n'y a pas assez de places, voire dans d'autres, il y en a trop. Dans mon département, le Calvados, il y a 93 EHPAD, mais la majorité relève du secteur privé. Plus de 75% sont donc des établissements du secteur privé. Vous dire à titre d'exemple, à Caen, la ville-centre, 100 000 habitants, le premier EHPAD public a été ouvert en 2015. Donc dans d'autres départements, je sais que la situation est tout autre, vraiment même inversée, voire beaucoup plus, je dirais, en nombre, plus grand nombre, pardon, pour le secteur public. Alors ma question est relativement simple, peut-être simpliste, penserez-vous, mais comment pourriez-vous inciter, voire accompagner, inciter véritablement les collectivités locales à ouvrir des établissements publics, proposant ainsi des places aux plus modestes, et cela fort du constat que le tarif, et je reviens à mon département pour avoir des exemples concrets, peut être compris entre 55 € pour le secteur public et près de 100 € pour le secteur privé à but lucratif. Et donc on voit bien là les difficultés qu'il peut y avoir pour certains de nous aider à accéder aux EHPAD. S'il vous plaît. La parole est à Monsieur Sol.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord souligner l'activité, la charge de travail auxquelles doivent faire face au quotidien les personnels des EHPAD qui ont récemment donc manifesté, comme vous le savez, un grand mal-être. Une activité qui, à mon sens, s'est amplifiée et a évolué indéniablement au regard notamment d'indicateurs tels que l'allongement de l'espérance de vie à la naissance, la précarité sociale, car nous recevons beaucoup de personnes âgées aujourd'hui dans un état de précarité sociale intolérable, inadmissible, les polypathologies notamment et bien d'autres choses. Ce mal-être est, comme l'ont souligné pas mal de mes collègues et vous-même, multifactoriel. Il a trait notamment à des effectifs, mais pas certes que les effectifs, les conditions de travail, les moyens logistiques, la médicalisation de plus en plus importante et son impact sur la qualité et la sécurité des prises en charge, la vétusté de certains locaux dans certains départements et la non-adaptation architecturale à l'évolution des besoins et des prises en charge notamment, l'organisation du travail, les cycles de travail, l'absentéisme qui est très important dans ce type de structure et pas toujours remplacé à bon escient, et bien évidemment l'attractivité pour ces postes. Alors la réforme tarifaire, si elle s'impose à nous, et je suis tout à fait d'accord, Madame la Ministre, avec vous sur ce point, elle ne pourra pas faire l'économie, à mon sens, d'un travail approfondi sur notamment le management de ces structures qui doit se moderniser et être adapté, à mon sens, et adossé sur des affectations, enfin sur de la formation spécifique, sur des affectations et des mobilités choisies et non imposées. Les organisations de travail, bien évidemment, doivent être revisitées. L'aménagement du temps de travail en fonction de l'activité, de la charge de travail et l'adaptation des qualifications à cette activité et à cette charge de travail. Une analyse de l'absentéisme qui, je le disais tout à l'heure, est aujourd'hui très très important et j'ai envie de dire commençons déjà à remplacer cet absentéisme avant de parler de renfort d'effectifs. Je suis pour ma part sceptique sur les 12 heures qui ont été proposées. Un travail aussi et une dotation en matière de moyens logistiques et notamment des aides techniques qui vont aussi prévenir notamment les accidents de travail, les troubles musculo-squelettiques pour ne pas les nommer. Réfléchir à l'idée d'une formation spécifique, ça a été dit par certains de mes collègues, infirmiers en gériatrie par exemple, comme ça existe pour les infirmières de bloc, pour l'anesthésie, et pourquoi ne pas aussi étendre cette formation spécifique aux aides-soignants. Valoriser et développer le dispositif infirmier d'astreinte de nuit. Je l'ai pour ma part expérimenté dans mon département des Pyrénées-Orientales et je peux vous dire que ça marche bien, Madame la Ministre, et que beaucoup d'EHPAD sollicitent et en tout cas ce dispositif qui est bien évidemment géré et managé par le centre hospitalier. Peut-être développer, amplifier les partenariats publics, privés, associatifs aussi, et surtout harmoniser les bonnes pratiques en réalisant par exemple un référentiel de bonnes pratiques qui serait opposable à tous. Les EHPAD se substituent quand même malgré tout, me semble-t-il, au manque de lits du SLD, problématique à laquelle il conviendra, je pense, de s'attaquer sans tarder au regard de la démographie dans les 30, 40, 50 ans à venir. Voilà ce dont je voulais vous faire part, Madame la Ministre, en ma qualité de professionnel de santé au regard d'une expérience professionnelle de nombreuses années. Merci. Merci bien. Madame Lubin. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Vous avez déjà un peu ouvert en tout cas sur la question que je souhaitais vous poser en parlant du débat sur le coût de la dépendance, qu'il faut effectivement avoir le courage d'ouvrir, parce que c'est une question de courage politique. On sait tous que la dépendance va coûter extrêmement cher dans les années à venir. Et on ne veut pas vraiment y réfléchir parce qu'on aura certainement des décisions délicates à prendre. Et donc il faut ouvrir ce chantier et c'est très bien qu'il soit ouvert. Et dans le cadre de ce chantier, moi ce que je voulais vous simplement signaler, c'est qu'aujourd'hui on parle de la situation dans les EHPAD et c'est déjà très bien.
il faut absolument envisager l'avenir puisque vous avez donné le chiffre du nombre de personnes très âgées à 2050. Et aujourd'hui, on a beau envisager tout un tas de solutions comme les résidences autonomie, qui sont effectivement de très bonnes solutions, mais qui ne répondent pas à la problématique des personnes âgées dépendantes. Il faut de toute façon, alors sur le modèle existant ou sur un autre modèle qui reste peut-être à inventer, nous n'avons pas encore trouvé les solutions, mais il faut de toute façon créer des places supplémentaires. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on pourra très rapidement faire une espèce de plan de création de places sur les 10 années à venir qui me paraissent complètement indispensables et comme l'a déjà dit une de mes collègues, qui plus est plutôt dans le domaine, favorisant le domaine public, le secteur public, parce que si on veut qu'il y ait un maximum de places habilitées à l'aide sociale et si on veut qu'un maximum de Français, quel que soit leur niveau de revenu, puissent accéder à une fin de vie à peu près digne, il faut absolument maintenir un bon niveau d'aide sociale dans ce pays. Merci. Merci, Madame Hubin. Madame Grellet-Certenay pour la suite. Merci. En préambule, oui, je ne pouvais pas m'empêcher de faire écho aux propos de Madame Cohen s'agissant du débat que nous aurons tout à l'heure sur les retraites. Mais voilà, Merci, je m'arrêterai là. Vous arrêtez là. Sur les EHPAD donc, et leur financement, j'ai entendu, Madame la Ministre, que vous aviez mandaté l'ARS pour soutenir les établissements les plus en difficulté. Et donc j'avais notamment un exemple à vous soumettre s'agissant d'un établissement qui avait des problèmes de déficit importants, moins 500 000 €. Et donc il y a des projets de restructuration qui sont envisagés, etc. Se trouve là posé le problème de l'investissement, à savoir que cette petite commune pour lequel il y aurait une grosse restructuration d'envisager, le département lui demande d'investir à même hauteur que le département, à savoir 700 000 €, sachant que cette même commune ne reçoit que à peu près 8% des résidents dont il a la charge sur la commune. Dans ces fameux EHPAD. Alors, c'est pour ça que je voulais vous soulever le problème de ce problème de financement. Ma première question, c'était effectivement comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la participation ne revienne pas à une seule et même commune, puisqu'on sait que c'est d'intérêt beaucoup plus large, voire même au-delà de la communauté de communes, mais comment revoir cette problématique de financement. Et puis d'autre part, bien évidemment, il a été abordé déjà la situation des établissements privés. On sait que les financements sont basés sur un actionnariat prépondérant, assez très important. Et donc ma question, c'était également, est-ce qu'éventuellement on peut envisager une taxation sur ces actions ? D'autre part, vous avez également traité de télémédecine, toutes les aides techniques, etc., qu'il faut améliorer. Mais moi, je pense que c'est effectivement qu'il ne faut pas que ce soit au détriment d'une certaine présence de personnel, parce que c'est essentiel à la sécurité, mais aussi à une meilleure sérénité des résidents et notamment des familles autour, même la nuit. Je fais écho à ce que disaient je réponds à ce que disaient certains collègues là. Je pense que même la nuit, effectivement, il y a besoin de sécurité et de réassurer les personnes. Parce que nous devons, je le disais ce matin encore, rendre nos établissements attractifs, leur redonner leurs premières fonctions qui sont des lieux de vie d'abord. Et donc, il faut absolument qu'on rende l'attrait et le sourire à nos professionnels. Je pensais notamment à la présence d'animatrices, entre guillemets, pour avoir exposé déjà l'expérience qui avait été faite sur un établissement où cette animatrice avait redonné une vie et une vision de l'établissement, une vision interne, mais aussi extérieure, qui était tout à fait notable et qui avait totalement modifié, effectivement, notre propre vision de la personne dépendante. Voilà, en ce qui me concerne. Merci. Madame Dindar prend la suite. Bien sûr. Je vais dire un mot. Président, deux petites questions qui, au fond, voilà, vont être très courtes. Le coût journalier moyen dans les DOM, dans ces établissements, les EHPAD, coûte plus cher
en général que la moyenne nationale. Et à La Réunion, il est de presque 75 euros. Et pareil, dans les établissements sont accueillis en fonction du girage, tout girage confondu, 4, 5, en sachant que 95% des personnes accueillies bénéficient de l'aide sociale. Parallèlement, le patrimoine étant très restreint, les personnes âgées ne veulent pas être mis en établissement et donc le département a fait voter le non-recours sur succession pour toutes ces personnes qui rentrent en établissement. Donc la première question serait de bien définir ce que vous voulez déjà orienter sur la question de la longévité, de la dépendance et des personnes vieillissantes porteurs de handicap ou porteurs de maladies dégénératives, je pense à Alzheimer, mais aussi aux maladies mentales, pour créer des établissements totalement différenciés, puisque le modèle actuel, je suis totalement en accord avec vous, ne correspond plus à la demande telle qu'elle est prononcée. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre en place donc des places spécifiques, autorisées, qui bénéficieraient au niveau du soin d'un accompagnement plus important au niveau de l'ARS pour créer 2 types de modes d'accueil pour des personnes en perte d'autonomie ou atteintes de certaines maladies. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il serait aussi possible, et ça rejoint ce que mon collègue disait, de créer une norme de ratio de personnel minimum, comme c'est le cas pour l'accueil familial ou dans la petite enfance, pour que chaque établissement puisse avoir des normes, puisque aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Chaque établissement fait un peu comme il l'entend. Et je voulais aussi dire que chez nous, le taux d'encadrement est supérieur de 0,7 chez nous. Ça n'empêche pas que le taux d'absentéisme est supérieur au taux d'absentéisme de la moyenne nationale. Ça, c'était une petite réflexion. Et puis, pareil, la dernière question, mais notre rapporteur le mentionne très bien, il a fait un très bon travail, je l'ai lu, sur nous, on l'a fait, le non-recours de succession. Toucher au patrimoine me semble être une question très délicate. Le français y est très attaché. Je crois pas beaucoup au viager possible. Je crois beaucoup à l'assurance, à commencer très tôt. Pour chacun, on prend une assurance décès et on paye son cercueil. Et ben très tôt, on pourrait aussi, dès 25 ans, dès qu'on commence à travailler, pouvoir travailler sur une assurance pour accompagner sa dépendance une fois qu'on sera âgé. Voilà les... Merci bien, Monsieur Mouillet termine cette série. Oui, très rapidement, ma voisine me dit court. Madame la ministre, je voudrais revenir sur 2 points. Vous avez évoqué dans vos propos tout à l'heure, dans les pistes de travail, la nécessité de réfléchir sur la mutualisation. Et donc notamment sur les structures support des maisons de retraite et le fait de pouvoir généraliser ou développer de façon à ce que les plus petites structures ne se retrouvent pas seules et avec des coûts parfois importants. Je pense que c'est une bonne piste de travail, mais en même temps, je voudrais vous alerter sur parfois la complexité administrative des structures de coopération. Alors, la création des groupements de coopération santé ou médico-sociaux sont relativement simples, mais dans leur exploitation, on a souvent des difficultés à la fois parce qu'on est sur des métiers supports qui ne sont pas directement liés à la santé, donc reviennent des débats autour de la TVA, autour des budgets annexes, la difficulté de mettre dans un même groupement des statuts différents, cette fonction publique territoriale ou fonction publique d'État. Enfin, on a une multiplicité de difficultés qui font qu'au quotidien, ces groupements qui sont plutôt des bonnes solutions, eh bien, souvent deviennent des vraies difficultés de gestion pour les structures. Je voudrais aussi vous dire que la plupart des, je dirais peut-être pas dans les grands départements habitués, mais dans beaucoup de départements, les services de l'administration en général n'ont pas l'habitude non plus. Et en matière de contrôle de légalité, en matière de gestion de la fiscalité, on se retrouve parfois avec des décisions qui sont différentes d'un département à l'autre. Enfin, il y a une vraie difficulté et je pense que dans cette période où vous allez remettre à plat un certain nombre de réflexions et de pistes de travail, je pense qu'il serait intéressant de regarder de très près la facilité, puisque je pense que c'est réellement une bonne solution pour essayer de faire quelques économies et de mettre plutôt les moyens autour de l'accompagnement des personnes. Et puis dernier point, mais ça a déjà été dit, autour des personnes handicapées vieillissantes. On connaît la situation de l'accueil, bon, malgré dans certaines structures. Rappelons quand même qu'en matière de formation, les personnes ne sont pas forcément formées à l'accueil de personnes handicapées vieillissantes. Et donc c'est certainement un point à regarder, soit à travers des structures qui soient peut-être adossées aux EHPAD, mais avec un encadrement différent, soit en matière de complément de formation. Voilà. Merci. Bien, mais c'est à vous. Merci. Madame Ferret, vous
vous avez évoqué le fait qu'il fallait favoriser l'augmentation du nombre de places en EHPAD du fait du vieillissement et vous avez raison, globalement, nous allons avoir besoin d'accueillir plus de personnes. Et on a quand même le problème suivant, c'est que les collectivités locales, elles ont une liberté d'administration, on ne peut pas les obliger. Ce qu'on peut faire, c'est sur le secteur public, favoriser au sein de la FAHF des réflexions pour aménager certains hôpitaux de proximité qui pourraient, pour une partie d'entre eux, éventuellement développer des places d'accueil, notamment spécialisées sur des patients qui auraient des charges en soins très élevées. Je pense qu'il va falloir faire évoluer le modèle progressivement parce que, en réalité, on voit bien que sur des personnes âgées, ayant des troubles psychiatriques ou des troubles cognitifs majeurs, on a besoin de structures réellement adaptées. Et donc, dans l'évolution du modèle, pourquoi ne pas proposer à certains hôpitaux d'avoir des structures adossées, ce qui permettrait de faciliter aussi la prise en charge médicalisée. Voilà, donc c'est une piste sur laquelle nous devons travailler. Moi, je suis assez persuadée, comme Monsieur le Président Milon et Monsieur Amiel, qu'on doit favoriser le décloisonnement médical et médico-social, et notamment pour certaines catégories de personnes âgées très dépendantes et très malades, sur lesquelles on voit bien que le secteur médico-social est en très grosse difficulté. Monsieur le sénateur Sol, vous parliez du fait que le nombre de personnes encadrantes, où le ratio n'est pas l'unique vecteur d'amélioration de la qualité de vie au travail et de la qualité de l'accompagnement. Moi, j'en suis persuadée. Je visite quasiment un EHPAD par semaine depuis que je suis dans ce ministère. Et sincèrement, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur une animatrice qui a changé la vie de cet EHPAD, quand certaines équipes de management sont bien outillées, sont très dynamiques, créent un esprit d'équipe, travaillent en projet, ça redevient des lieux de vie, réellement. Et il y a un sujet management en EHPAD. Quand je l'ai dit, je me suis fait taxer d'agression vis-à-vis des cadres. Voilà. Mais en réalité, il y a vraiment une hétérogénéité de la qualité des managers, ou peut-être un problème de formation. Mais en réalité, ça joue énormément sur l'ambiance de l'EHPAD et notamment sur l'absentéisme. C'est incroyable. Ce que je veux dire, c'est que vous avez parlé de l'architecture. Ça aussi, ça me trouble. Il y a beaucoup d'EHPAD qui sont effectivement très désuets, et très, voire insalubres. Et j'ai vu beaucoup d'EHPAD ultra-modernes où on a privilégié l'espace, mais des très grands espaces, et des très grands couloirs, et des très grandes chambres. Et ça participe à la fatigue des professionnels d'une façon invraisemblable. Des personnes, mais quelque part, faire marcher des personnes âgées, c'est probablement pas un mal. Mais faire marcher les personnels dans des longs couloirs, mais j'ai vu des EHPAD, c'est un non-sens en termes de kilomètres parcourus. Et là, il y a un sujet aussi de réflexion sur ce que doit être un EHPAD si on veut l'adapter à la charge en soins des personnes. Donc le sujet architecture, il n'est pas clos. On a beaucoup parlé des pharmacies internes, etc. J'ai vu plusieurs modèles avec effectivement les piluliers qui sont préparés en interne. Ça prend du temps d'infirmière considérable. Et je pense qu'il faut déléguer et externaliser. Parce que quand les infirmières, quand elles sont 3 dans un EHPAD et qu'elles me disent qu'elles passent 1 heure le matin, 1 heure le soir à préparer les piluliers, c'est déraisonnable. Voilà, donc toutes ces réflexions, nous devons rationaliser. Voilà. Vous avez ouvert un nouveau débat. Voilà, donc, s'il vous plaît, vous laissez conclure. Voilà. Madame Lubin, vous avez posé la question. Pardon. Vous avez posé la question du nombre de places. Je crois que ça fait partie des commandes que j'ai faites au HCAM et au HCFEA,
qui était de nous évaluer le nombre de places en fonction des modèles. Parce que nous sommes en difficulté aujourd'hui pour nous projeter à l'échéance de 10 ans, parce que si on fait un modèle très ouvert ou un modèle en 2 temps avec des résidences seniors puis des EHPAD, ou des modèles plus médicalisés avec des structures très très médicalisées, le nombre de places va évidemment varier. Donc ça fait partie de la commande des 2 rapports que nous avons faits pour le mois de juillet. Madame Grelet, je crois que j'ai répondu sur l'animation. Je pense qu'il y a un sujet pour rendre ces lieux de nouveau des lieux de vie qui rejoint la question de l'organisation interne, du management interne. Madame Dindar, vous parliez du fait de ne pas mélanger des publics très différents. Bon, il y a déjà les PASA qui sont aujourd'hui des pôles d'accueil et de soins adaptés pour les personnes essentiellement atteintes de maladie d'Alzheimer, mais on pourrait imaginer que ça va au-delà et que c'est pour des personnes avec des handicaps psychiques autres, notamment des populations psychiatriques. Voilà, aujourd'hui, sur tous les sujets d'investissement pour créer des places, que ce soit des places en général ou des places spécialisées, nous avons une réflexion que nous avons demandée à la CNSA, parce que évidemment, elle est très bien placée pour animer cette réflexion auprès des parties prenantes et auprès des départements. Enfin, vous posiez la question de l'assurance versus recours sur succession. Il faut savoir que quand on a arrêté le recours sur succession, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable, je trouve que ça pose vraiment des questions sociétales importantes. Ça a coûté quand même 3 milliards d'euros au département. Donc le coût est considérable. C'est pour ça qu'il faut rouvrir tout ce débat et tout poser sur la table. C'est un débat de société sur lequel, à mon avis, un gouvernement seul ne peut pas faire ses choix stratégiques sans énormément concerter, parce que ça nous concerne évidemment tous. Enfin, Monsieur Moulier, vous posez la question des structures administratives qui ont du mal à coopérer pour des raisons de complexité juridique. Vous avez raison. Dans cette mission que j'ai donnée aux ARS de penser à des réorganisations des EHPAD, on va adjoindre l'aide de l'ANAP, qui est l'Agence nationale d'aide à la performance, pour équiper les ARS et les EHPAD en ingénierie, en fait, pour voir comment on peut rationaliser certains coûts. J'ai aussi certains EHPAD aujourd'hui qui contractualisent ou qui rentrent dans des GHT et de ce fait participent aux centrales d'achat. Ils ont droit aux centrales d'achat, ils gèrent le linge, ils gèrent la cuisine et ça fait des économies considérables et ça permet de remettre du personnel soignant plutôt que du personnel administratif. Voilà, toutes ces pistes sont ouvertes. Je crois que nous avons encore énormément de travail. Ça va être le travail de cette année que d'améliorer la situation de nos EHPAD. Voilà donc pour l'audition d'Agnès Buzyn devant la Commission des affaires sociales sur la situation dans les EHPAD. Vous l'avez vu, la ministre des Solidarités et de la Santé s'est engagée à neutraliser les effets négatifs de la réforme du financement des maisons de retraite. Une réforme qui est synonyme de perte de recettes pour 20 à 25% des établissements. Un médiateur étant chargé, lui, de soumettre des pistes en ce sens d'ici fin mars. Par ailleurs, autre annonce, vous l'avez entendu, annonce importante, une nouvelle loi sur la fin de vie n'est pas nécessaire. C'est ce qu'a déclaré dans cette audition Agnès Buzyn. La loi Leonetti répond aux besoins en permettant aux médecins généralistes d'administrer les soins palliatifs, même si la ministre l'a reconnu. Il faut mieux accompagner ces médecins dans ces démarches, dans cette fin de vie. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsena.fr.